Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Enfance, Éducation et Société. Cette collection regroupe des études et essais concernant l'enfance au travers d'approches multiples. Études universitaires et essais issus du monde de l'éducation ou du secteur du travail social, ces travaux ont en commun la même préoccupation: apporter un éclairage diversifié sur un domaine essentiel de l'univers des sciences humaines. Dernière parution. Séverine Fix-Lemaire, l'épreuve de l'enseignement moral et civique à l'école. Analyse psychanalytique de l'embarras de 3 professeurs des écoles, 2022. Nathalie Roch, aider les élèves en mathématiques dès l'école primaire. Guide des pratiques du What Works Clearinghouse, 2022. Pierre Bringuier, comment motiver ses élèves. What AID pédagogique, 2022. Abdulrahman Ralouf et Florent Viguier, l'islam et la laïcité vus par des lycéens. Questions-réponses entre jeunes, enseignants et poètes, 2022. Céline Carrette et Céline Asbrook, élèves en situation de polyhandicap, 2022. Jean-Claude Martin, un engagement en éducation et recherche, 2022. Véronique Lemoine-Bresson, croyances et savoirs d'enseignants allemands et français, 2021. Sylviane Guillard-Lepetit, déficience intellectuelle et apprentissage de la lecture, 2021. Gilles Henry, le système français de protection de l'enfance. Entre complexité et incomplétude, 2021. Oli Figaro-Mani, pédagogie de résilience, 2020. Sébastien Perrat, être conseiller principal d'éducation en banlieue, 2020. Sylvie Sécartier et Jean-Louis Berger dire, prendre en charge son apprentissage. L'apprentissage autorégulé à la lumière des contextes, 2020. Préface. L'ouvrage de Sylviane Guillard-Lepetit est une lumière pédagogique guidant toute personne, professeur des écoles spécialisées ou non, formateur INSPE, CPC, PEMF, IEN, AESH, désireuse de transformer des difficultés d'élèves en lecture en atouts d'apprentissage. Au-delà, son contenu répond aux attentes de parents, de professionnels de la petite enfance, de médecins, aux attentes de la société. Sa volonté de mener à bien des travaux de recherche longitudinaux en réalisant une thèse, développement de la lecture chez des enfants présentant une déficience intellectuelle bénéficiant d'une Ulysse École, étude longitudinale, n'a d'égal que sa détermination à ce que ces résultats aient des retombées sociales pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Cet ouvrage est l'aboutissement d'une démarche alliant théorie et pratique. En cela, nous pouvons affirmer que son expérience professionnelle transparaît dans sa recherche et sa recherche transparaît dans son activité professionnelle de professeur des écoles spécialisées. En effet, l'auteur est très attaché au transfert des résultats de la recherche vers les milieux professionnels, les milieux de la pratique, et pour cela, elle s'appuie sur un cadre théorique riche et maîtrisé alliant connaissances sur la lecture, ses processus, ses sous-domaines et connaissances sur les élèves à besoins éducatifs particuliers. 2 thèmes larges, complexes, difficiles à maîtriser mais que Sylviane Guillard-Lepetit a pris le temps de tisser tout au long de sa vie professionnelle. Elle, qui a beaucoup exercé en RASED puis à l'hôpital, ne voit chez un enfant en difficulté ou malade que son potentiel, son plein potentiel. Car elle ne raisonne pas en manque vis-à-vis de ses enfants, mais en potentiel positif. Le titre de sa thèse donnait déjà le ton. Elle veut comprendre le déjà là, et non rendre compte de manque par rapport à une norme. Le déjà là, mais aussi son fonctionnement. Ses travaux de recherche interrogent le développement de la lecture chez des enfants présentant une déficience intellectuelle mais de manière plus fine. Ce travail de recherche vient apporter des éléments scientifiques nouveaux sur la déficience intellectuelle et son fonctionnement ainsi que ce que peut produire l'apprentissage de la lecture, le pouvoir de la lecture. Ainsi sont mises sur un même plan lecture et déficience intellectuelle, comme si la première régulait la seconde. C'est une manière originale d'appréhender la recherche qui prend le contre-pied des conceptions classiques. Ce n'est même pas de l'adaptation ou de l'intégration, mais une valorisation d'un domaine, celui de la lecture, jusque-là considéré comme impossible, voire inutile pour les déficients intellectuels. L'après-thèse en 2018.
L'après-publication de l'ouvrage Déficience intellectuelle et apprentissage de la lecture, en 2021 a conduit son cheminement intellectuel à se poser la question du lien qui pouvait exister entre des résultats obtenus chez des élèves déficients intellectuels et l'ensemble des élèves à besoins éducatifs particuliers sur le plan de la lecture et de la gestion de cette diversité. C'est donc un ouvrage d'utilité pédagogique qui propose de nombreuses pistes et qui ne se veut pas un ouvrage de constat uniquement. C'est un ouvrage d'espoir, de réponse et d'égalité de tout face à la maîtrise du savoir lire. Il répond aux attentes du service public de l'école inclusive, parce qu'il part du postulat de l'apprentissage de la lecture pour toutes et tous. Sophie Briquet-Duazé, maître de conférences HDR en sciences de l'éducation et de la formation, INSPE Académie de Rouen-Normandie, laboratoire CIRNEF Université de Rouen mars 2022. Introduction. Un ancrage personnel et professionnel avec une envie de partager. L'objet d'étude a une place particulière chez le chercheur. Les questions qu'il porte font figure de quête. Effectivement, dans mon cheminement personnel, j'ai questionné mon rapport à la lecture. En identifiant les racines de mon travail de recherche, j'ai ainsi trouvé la source d'énergie pour mener jusqu'au bout mes travaux de recherche, en ayant l'intime conviction qu'il fallait que je l'écrive. Pour moi, ce rapport fort à la lecture remonte d'abord à l'adolescence. Les livres dévorés de jour et de nuit m'ont ouvert au monde dans un milieu familial plutôt sectaire. Nous connaissons le pouvoir de la lecture, et cette expérience a laissé en moi l'idée que ceux qui découvrent ce qu'un livre peut apporter sont sauvés. Quelques années plus tard, jeune mère pas encore enseignante, la lecture de Les livres c'est bon pour les bébés, Bonafé, 1993, m'a conforté dans l'envie de faire grandir mes enfants parmi les livres et les histoires et je leur ai appris à jouer avec les lettres et à lire très jeune. Devenu professeur des écoles, j'ai découvert avec stupeur dès mon premier stage en responsabilité qu'il y avait des élèves non lecteurs en cycle 3. Très vite, c'est devenu le centre de mon questionnement professionnel soutenu par les valeurs d'éducabilité et de justice sociale. En poste en cycle 2 et 3 en zone d'éducation prioritaire, j'ai découvert que des enfants de 8 à 9 ans pouvaient ne pas savoir lire. Mais également que des collègues plus expérimentés que moi, jeunes sortant IUFM, ne savaient pas comment faire. Dès ma première année, je me suis ainsi retrouvée à gérer le groupe de besoins en lecture pour les enfants de CE1 non lecteurs de l'école. Je me suis ensuite dirigée vers l'enseignement spécialisé, afin de trouver dans la formation des réponses aux difficultés d'apprentissage de la lecture. Ma formation d'enseignante spécialisée m'a permis de me construire une culture de la lecture et de son apprentissage. Mon travail en réseau d'aide aux élèves en difficulté, RASAID, en collaboration avec un enseignant spécialisé en recherche d'outils pédagogiques adaptés à ce public, m'a emmené vers l'édition. En 2007, les éditions Ray ont édité nos outils d'apprentissage du code alphabétique co-créés avec mon compagnon enseignant spécialisé en appui sur nos connaissances théoriques, Guillard et Guillard le Petit 2007. Un cheminement identitaire entre pratique, recherche et formation. Mon questionnement sur la lecture n'a pas cessé, entretenu par les échanges avec les enseignants de cycle 2 et spécialisés lors des conférences pédagogiques présentées en France depuis 2008. Arrivée sur un poste de coordinatrice pédagogique en pédiatrie, j'ai pu poursuivre mes observations de lecteurs de tous âges et profils, dans des échanges souvent individuels. Le neuropédiatre du service me sollicitant pour des bilans scolaires ou de lecture auprès d'enfants présentant des troubles du langage écrit, j'ai pu continuer à trouver des sources de questionnement dans mon domaine privilégié. Dans le même temps, mon compagnon étant devenu enseignant en classe d'inclusion scolaire, CLIS, puis coordonnateur d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire, ULIS, nos échanges réguliers autour de ces élèves m'ont amené à me diriger vers ceux qui ne savent pas lire, ou s'ils y parviennent, on dira d'eux qu'ils ne comprennent rien. Les enfants présentant une déficience intellectuelle. Ainsi, j'en suis tout naturellement venu à m'intéresser à ce public qui questionne l'éducabilité. J'ai décidé de reprendre des études universitaires afin d'entrer dans le monde de la recherche, et d'y trouver peut-être les moyens de répondre à mes questions. Dans le cadre d'un master professionnel éducation, enseignement, remédiation et besoins éducatifs particuliers, master EER-BEP,
J'ai ainsi élaboré une évaluation diagnostique de la lecture chez des enfants déficients intellectuels scolarisés en classe d'inclusion scolaire, CLIS, pour explorer les compétences en lecture de ces élèves dans une population de 37 sujets. Cette recherche m'a permis de valider mon outil d'évaluation et de présenter 2 résultats majeurs. Le fonctionnement de la lecture semblait être le même que chez des enfants sans déficience intellectuelle, et le niveau de lecture dépendait davantage de la durée de scolarisation que de la zone de déficience intellectuelle des élèves. Cette recherche m'a donné l'envie de poursuivre dans un cadre de recherche universitaire, au niveau doctoral. Chargé de cours de l'unité d'enseignement, difficultés d'apprentissage en lecture, pour la formation spécialisée des enseignants, CAPASH option E et D, à l'Université de Rouen durant 2 années, j'ai pu poursuivre par ailleurs un questionnement pratique grâce aux enseignants stagiaires. La nécessité de proposer aux enseignants un ouvrage sur la lecture articulant théorie et pratique m'est apparue comme nécessaire. Un ouvrage synthétique d'aide à l'analyse des besoins éducatifs en lecture. En effet, ces dernières années, le métier d'enseignant s'est ouvert à l'inclusion. Tout enseignant peut être confronté à des difficultés d'apprentissage de ses élèves, en lien avec des besoins éducatifs particuliers. Ces injonctions politiques en faveur de l'inclusion scolaire ne sont pas localisées uniquement en France et Bonvina, Ramla, Curchot-Ruedia, Albanese Bedoudina, 2013 page 127, estime que la question de la mise en œuvre de pédagogie et de modes d'organisation scolaire inclusif est plus vive que jamais, pour beaucoup de systèmes de formation dans le monde. Si l'inclusion peut être une avancée sociale, la question de la gestion de la diversité des élèves est cruciale et implique une meilleure formation des enseignants. Cet ouvrage vise cet objectif. Organisé en 3 grandes parties, il propose tout d'abord d'apporter un état des connaissances actuelles sur la lecture indispensable à tout enseignant. À partir de la définition de la lecture, nous voyons quelles sont les compétences en jeu dans l'identification des mots écrits et dans la compréhension en lecture. Cette présentation de la mise en place de la lecture chez l'apprenant lecteur nous permet d'identifier les principaux prédicteurs d'apprentissage de la lecture, l'éventualité d'une séquence de développement de la lecture et les facteurs déterminants de la compréhension en lecture. Au-delà de ces processus cognitifs, nous réfléchissons aux autres variables entrant dans l'apprentissage de la lecture comme la motivation et les émotions, les déterminants sociologiques, les différences culturelles, les variables psychologiques. Autant de facteurs pouvant intervenir dans les apprentissages scolaires, et qu'il nous faut garder à l'esprit lorsqu'on cherche à approcher le fonctionnement cognitif d'un élève. Cette partie se veut exhaustive mais abordable pour les professionnels afin d'aider à identifier les besoins éducatifs particuliers des élèves en difficulté de lecture. La seconde partie présente brièvement notre travail de recherche doctorale, conduit entre 2014 et 2018. Cette étude longitudinale s'est déroulée sur 3 années scolaires et a suivi conjointement le développement de la lecture d'un groupe d'enfants présentant une DIE bénéficiant d'un dispositif Ulysse École et d'un groupe d'enfants scolarisés en grande section de maternelle. Les 2 groupes partageaient le même niveau de lecture au début de la recherche. La thèse « Développement de la lecture chez des enfants présentant une déficience intellectuelle bénéficiant d'une Ulysse École » étude longitudinale, a été soutenue publiquement le 14 novembre 2018. Nous présentons les principaux résultats, permettant de porter un regard nouveau sur le développement de la lecture dans la DIE. La 3e partie questionne la notion de besoins éducatifs particuliers et fait un focus sur les élèves présentant une DIE bénéficiant du dispositif Ulysse. L'approche des BEP dans la déficience intellectuelle dans le domaine de la lecture s'appuie sur les conclusions de notre étude. Notre approche du développement de la lecture facilite la mise à distance du diagnostic en se centrant sur l'apprenant. Elle est en adéquation avec la scolarisation inclusive. En effet, selon une étude de la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, DEP, menée en 2018, 22,4% des 710 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ont effectué leur journée défense et citoyenneté, JDC, maîtrisent mal la lecture. Leur déchiffrage est lent et leur compréhension de ce qui est lu faible. Ces élèves en difficulté de lecture pourraient-ils relever de besoins éducatifs particuliers, identiques aux élèves de notre étude ?
Le pas à faire pour penser l'école inclusive sur cette base devient alors aisé. Les outils d'apprentissage de la lecture que nous avons conçus pour la pédagogique différenciée, évaluation, progression, tutorat, le permettent. Cette troisième partie décline ce que sont les besoins éducatifs particuliers. Elle est une aide à la conception de dispositifs d'école axés sur le développement de la lecture. Partie 1. La lecture. En France, parler de la lecture risque toujours de soulever un débat idéologique qui oppose les méthodes d'apprentissage de la lecture. En s'appuyant sur le consensus actuel de l'apprentissage de la lecture à partir des dernières recherches, le lecteur pourra se détacher de ces conflits et comprendre comment la lecture se développe. De lui-même, il pourra déterminer les pratiques qui favorisent ce développement de la lecture, et les pratiques qui risquent de pénaliser les élèves les plus fragiles et les moins armés face à la langue écrite. Cette partie vise à identifier les principaux prédicteurs d'apprentissage de la lecture et les étapes de séquence de développement de la lecture dans la littérature. Nous y décrivons également les facteurs déterminants de la compréhension en lecture, car la lecture ne se réduit pas à l'identification des mots écrits. Pour avoir une approche complète du développement de la lecture, nous devons de sortir la tête des processus cognitifs pour réfléchir à tous les autres facteurs pouvant intervenir dans l'apprentissage de la lecture. Ce passage en revue quasi exhaustif des variables impactant les apprentissages scolaires nous aidera à évaluer plus finement les besoins de nos élèves. 1. Définition de la lecture. Nous pouvons définir le modèle simple de la lecture en nous centrant uniquement sur les processus cognitifs du lecteur. Une définition moins réductrice de la lecture prend en compte les interactions entre trois variables: le lecteur, le texte et le contexte. Giasson 2012 page 14. Dès lors, il apparaît nettement que l'acte de lire va dépendre de variables individuelles et socioculturelles. Au niveau du lecteur, les variables individuelles seront ses structures cognitives et affectives, compétences et motivations, et les processus, microprocessus, processus d'intégration, macroprocessus, processus d'élaboration et métaprocessus, si l'on se réfère à la terminologie de Giasson 2012 page 15, qu'il met en œuvre. Le texte introduira ses propres variables d'objet social, Sima Real, 2010 page 3, avec les intentions de l'auteur, sa forme et son contenu. Le contexte amènera des dimensions psychologiques, sociales et physiques. D'après l'Observatoire national de la lecture, ONL 2005 page 9, lire c'est extraire d'une représentation graphique du langage, la prononciation et la signification qui lui correspondent. Si l'on se situe au niveau individuel et cognitif du lecteur, la lecture nécessite donc la maîtrise de deux grands niveaux de compétences, celle de pouvoir décoder des signes graphiques afin d'identifier des mots ou unités de sens et celle d'organiser ces unités de sens en une représentation sémantique du texte. La formule classique de la lecture proposée par Goff et Toonmer, 1986, est toujours d'actualité. Lecture égale CXR avec C représentant la compréhension faisant appel à des compétences de haut niveau, top-down, et R la reconnaissance de mots écrits se définissant comme une compétence de bas niveau, bottom-up. Il est aujourd'hui largement admis dans la littérature scientifique que les deux principales composantes de la compréhension en lecture sont la compréhension orale et l'identification de mots écrits. Ekal et Magnan 2015 page 95. Ces deux contributions indépendantes ont un poids différent en fonction de la transparence de la langue. Dans une méta-analyse, Flory et Quin 2011 montre que pour les lecteurs de l'anglais, le décodage, lecture de mots, est plus influent que la compréhension orale dans les premiers stades de la lecture même pour les lecteurs ayant reçu 3 à 5 ans d'enseignement. Pour les lecteurs d'orthographe plus transparente que l'anglais, dont le français, la compréhension orale a une plus grande influence sur la compréhension de la lecture que le décodage, même pour les lecteurs débutants, 1 à 2 ans d'enseignement. Il est vrai toutefois que la mise en œuvre de la compréhension de l'écrit présente des différences avec celle de l'oral, et de ce fait convoque d'autres compétences que nous détaillerons dans la sous-partie suivante. Lorsque ces compétences sont maîtrisées, on parle alors de lecteur expert. Avant d'être lecteur expert, l'apprenant va devoir mobiliser et ou construire différentes compétences. Suivant le niveau de maîtrise de la lecture, ces compétences auront un poids relatif. La relation de la compréhension orale
avec la compréhension de la lecture devient plus forte à mesure que les enfants développent leurs compétences en lecture. C'est ainsi que la fluence de lecture fait la jonction entre les mécanismes d'identification des mots et la compréhension de texte, Kim 2015. La relation entre fluence ou fluidité de lecture et compréhension est très liée durant les 3 premières années d'apprentissage de la lecture, Giasson 2012. L'identification rapide et précise des mots permet d'alléger le coût cognitif de la lecture et de libérer des ressources cognitives et attentionnelles pour exercer la compréhension. Ekal et Magnan 2015. L'un des objectifs de l'apprentissage de la lecture est donc l'automatisation de l'identification des mots écrits. Il s'agit de pouvoir déchiffrer les mots écrits, c'est-à-dire pouvoir associer une forme orale à une forme écrite afin de prononcer le mot lu et de le comprendre. Nous allons présenter les compétences sollicitées dans l'identification des mots écrits, au travers des différents modèles neuropsychologiques et développementaux. Nous détaillerons ensuite les compétences nécessaires pour apprendre à lire et leur place dans le développement de la lecture. Nous nous intéresserons ensuite aux compétences intervenant dans la compréhension en lecture, qui est l'objectif concomitant à l'identification des mots écrits dans la lecture. Pour finir, nous présenterons de la manière la plus complète possible les autres variables pouvant influencer l'apprentissage de la lecture. Ce point relativement exhaustif sur la lecture nous permettra par la suite de justifier le choix de nos items lorsqu'il s'agira d'évaluer le niveau de lecture d'élèves bénéficiant d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire. MENESR, 2015, circulaire numéro 2015-129 du 21-8-2015. 2. Compétences en jeu dans l'identification des mots écrits. 2.1. Modèle des mécanismes d'identification des mots écrits. Des études de cas d'adultes cérébrolésés présentant des altérations de la lecture ont permis de mettre en évidence l'existence de 2 voies principales de traitement des mots écrits. Desrochers et Berger, 2011. Certains patients perdent la capacité à convertir les lettres en sons, tout en conservant une bonne compréhension des mots fréquents et une prononciation correcte des mots irréguliers, ne pouvant être lus uniquement par une correspondance graphophonologique. S'ils sont face à un mot inconnu, ils ne peuvent plus le déchiffrer. On nomme ce syndrome dyslexie profonde ou dyslexie phonologique. À l'inverse, d'autres patients ayant subi également un accident vasculaire cérébral ne peuvent plus accéder directement aux mots, mais ils doivent déchiffrer chaque mot et le prononcer pour retrouver son sens. Des mots irréguliers comme femme sont déchiffrés par assemblage pour donner par exemple femme et le patient n'accède plus au sens du mot. Cette altération est appelée dyslexie de surface. Ces comparaisons ont permis d'élaborer des modèles neuropsychologiques pour rendre compte des procédures mises en œuvre lors de l'identification des mots écrits. La plupart de ces modèles postulent donc l'existence de 2 voies principales de traitement des mots écrits. Une voie directe qui met en relation la forme écrite du mot avec sa prononciation et son sens, et une voie indirecte qui décompose la forme écrite du mot en différentes unités graphiques et les fait correspondre à leurs unités phonologiques afin de produire la forme phonologique du mot puis d'accéder également au sens. Dans les premiers modèles de Coltart, 1978 et Marshall et Newcomb, 1973, les 2 voies sont modulaires ou encapsulées, c'est-à-dire présentées comme fonctionnant indépendamment l'une de l'autre. Depuis, des modèles développementaux ont tenté d'expliquer la dynamique développementale des processus d'identification des mots écrits. Desrochers et Berger, 2011, page 145, expliquent que ces modèles se caractérisent par le fait que le développement des processus d'identification des mots écrits est décrit à l'aide d'une succession de stades ou de phases. Selon les chercheurs, le terme stade est employé et renvoie à une étape qui doit être maîtrisée pour pouvoir accéder à la suivante, alors que d'autres parlent de phase afin de dépasser une stricte successivité des étapes, Herry 2007. Ainsi, selon Friis 1985, l'apprenti lecteur atteint cette compétence en passant par 3 étapes. 1. Logographique, photographie des mots sur quelques caractéristiques visuelles. 2. Alphabétique, mise en place des règles de conversion des lettres en sons et au final orthographique. Et 3. Utilisation experte des 2 voies d'assemblage et d'adressage. Cette seconde étape, le traitement alphabétique, avec la mise en place d'un processus établissant les correspondances entre des unités écrites et des unités orales,
fait l'unanimité dans les modèles développementaux et est posé comme l'étape incontournable pour mettre en place le traitement orthographique, étape 3. Des divergences portent sur les étapes 1 et 3. Entre Friis et Seymour, la stratégie de reconnaissance visuelle des mots au stade logographique s'appuie sur des indices visuels partiels ou la configuration globale du mot, Friis, ou sur l'ensemble des lettres et leur position relative dans le mot, Seymour. Desrochers et Berger, 2011 page 145, estiment que le modèle à double fondation de Seymour, 1997-2008, est davantage interactif par rapport à celui de Friis, 1985, plutôt séquentiel car il propose que les processus logographiques et alphabétiques, coexistence des stratégies, contribuent au développement du traitement orthographique du mot. Depuis, d'autres modèles sont proposés mettant en avant l'interactivité des processus mis en jeu. Ces modèles connexionnistes proposent une conception de l'intelligence où toutes les connaissances sont interreliées et non organisées de façon modulaire. La lecture est rendue possible par la transformation d'un système déjà présent, hypothèse du recyclage neuronal évoquée un peu plus loin dans ce document. L'une de ces hypothèses, de N 2007, est que lorsque le lecteur voit un mot écrit, ces deux voies de la lecture sont simultanément activées. Pour Ekal et Magnan 2010 page 62, ces modèles ont invalidé le modèle de reconnaissance globale des mots de Goodman 1976 et Smith 1980. L'apprentissage de la lecture par reconnaissance globale des mots a été écarté. Pour Fayol, lorsqu'on s'intéresse au lecteur expert, cette référence au modèle des deux voies relève quasiment d'un intérêt historique. Fayol et Gombert, 1999, page 570. Car même en lecture ou écriture de non-mots, donc jamais rencontrés auparavant, des connaissances lexicales sont sollicitées. Des discussions persistent sur l'étape finale correspondant au niveau de lecteur expert. Le type d'unité traitée, graphèmes, segments orthographiques, morphogrammes, mots entiers, le rôle de la phonologie, l'importance de l'automatisation des processus. 2.2. Processus d'identification des mots écrits selon le modèle des deux voies. Le modèle des deux voies reste toutefois un modèle pour comprendre le développement de la lecture. La figure 1 présente les opérations impliquées dans l'identification des mots écrits et les compétences qui y sont associées, selon le modèle à double voie. Chez le lecteur expert, deux voies mènent à l'identification des mots. Une voie graphophonologique ou voie indirecte, sublexicale, d'assemblage, qui permet de reconstruire la forme sonore du mot à partir de l'analyse des correspondances graphophonologiques, et une voie directe ou voie lexicale, orthographique, d'adressage, qui permet d'accéder directement au code orthographique du mot stocké dans le lexique mental et d'activer les codes sémantiques et phonologiques, Bianco 2016a, Ekal et Magnan 2015. On parle également de procédures de déchiffrage ou de décodage. Figure 1. Les opérations impliquées dans l'identification des mots écrits et les compétences qui y sont associées. Sur cette figure, le lecteur doit lire le mot voilier. Si ce mot est déjà dans son lexique mental, il doit mettre en correspondance cette forme écrite orthographique avec cette même forme abstraite stockée en mémoire, voie de droite en orange. L'expression lexique mental renvoie à l'ensemble des connaissances qu'un sujet possède à propos des mots de sa langue, Segui 2015 page 21. Ce lexique mental serait un dictionnaire mental permettant de stocker différentes informations sur les mots. La structure orthographique des mots, lexique écrit ou orthographique, la structure morphologique, racine, affixe, préfixe, la prononciation des mots, lexique oral ou phonologique, le sens ou les différents sens des mots suivant les contextes, lexique sémantique. Dans ce lexique mental, on y trouverait également des informations grammaticales, comme le genre du mot, la marque de son pluriel, sa classe grammaticale ou syntaxique, utilisation du mot dans les phrases, de N 2007. Ce dictionnaire s'organiserait en fonction des fréquences de rencontre des mots et des ressemblances entre les mots connus. Fayol 2013 page 13. Le lexique orthographique se composerait des représentations orthographiques des mots connus, suite des lettres et positions dans le mot et configuration infralexicale, Fayol 2013 page 13. Si le mot voilier est connu du lecteur, sa forme orthographique active l'ensemble des mots visuellement ou phonologiquement proches, ce que Selfridge nommait le pandémonium. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.